Enregistré sur cet ordi. Alors, bonjour Marlène, tu vas nous parler du plan de développement des compétences. On a hâte Effectivement, d'en savoir davantage. oui. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur ce webinaire consacré au développement, au plan de développement des compétences. Donc, je suis Marlène Rouchon, fondatrice d'Ose Le Cap RH Formation. Donc, j'accompagne les entreprises et les associations, les dirigeants sur les sujets de stratégie formation, plan de développement des compétences et entretien de parcours professionnel annuel. Donc, j'ai le plaisir d'organiser ce webinaire en partenariat avec Boost Ton Business, donc Mélanie Aléonard qui est présente avec nous sur cette visio. Donc, j'aimerais faire un petit tour de visio pour qu'on prenne un petit temps pour se présenter. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat juste une petite présentation, nom, prénom, entreprise, poste si vous souhaitez. Comme ça me permet de faire un petit tour d'horizon sur les personnes présentes le long du webinaire, voilà, ou à la fin. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes échanges avec les dirigeants et les responsables RH. Donc, la difficulté à structurer la formation dans les petites et moyennes entreprises. Donc, effectivement, beaucoup d'entreprises savent que c'est important, mais ils ne savent pas vraiment par où commencer. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à plusieurs enjeux. Les métiers évoluent très vite, les compétences doivent être mises à jour régulièrement et donc la formation devient un levier stratégique pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés. Et pourtant, dans beaucoup de PME, la formation reste souvent gérée au coup par coup. On forme quand il y a un besoin urgent ou des habilitations qui sont dépassées à la dernière minute, mais rarement dans une logique de pilotage global des compétences. À savoir que le pilotage est très important, mais que ce soit sur le bilan, sur le plan de développement des compétences, mais même sur le pilotage global de l'entreprise, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Souvent, d'ailleurs, au mieux, les plans de développement des compétences sont mis dans la stratégie d'entreprise, d'ailleurs, dès le départ également. C'est vraiment très important. Donc, j'ai une petite question pour vous. Dans votre entreprise, aujourd'hui, la formation, elle est plutôt structurée, elle est plutôt gérée au fil de l'eau, ou vous vous dites on aimerait faire mieux? Voilà, j'aimerais bien que vous me répondiez dans le chat. Et puis Mélanie, tu me donnes un peu les retours globaux des réponses. Ok. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a au plus? Euh, voilà, Bah, je pense que dans les TPE, PME, c'est surtout au fil de l'eau, parce qu'ils sont souvent tête dans le guidon, comme on dit, hein. Euh, c'est ça. et le problème, c'est qu'ils ont du mal à avoir des plans, mais que ce soit même financiers, de gestion ou même des plans de développement commerciaux, savoir comment ils vont articuler tout ça sur du court ou du moyen long terme. Mm. Ben, du coup, ça va être le sujet du webinaire. On va pouvoir regarder ça. Donc, dans les PME que j'accompagne, ce que je constate un peu sur le terrain, je retrouve assez souvent quand même les mêmes situations. Il n'y a pas forcément de vision claire sur les compétences dont l'entreprise aura besoin demain, que ce soit sur des évolutions de métier, sur des nouvelles fonctions que va avoir l'entreprise ou sur des départs à la retraite qu'on n'a pas anticipé. Donc, la formation est souvent déclenchée quand un problème apparaît. Et il y a beaucoup de questions également autour des financements, hein. On ne sait pas trop par où commencer, donc on verra ça un peu plus tard, toutes les possibilités existantes. Et puis, bah, du coup, la formation aussi, parfois, elle est un peu perçue comme une contrainte, alors qu'elle peut être vraiment un véritable levier de développement. Donc, une contrainte parce que, bah, effectivement, dans une petite et moyenne entreprise, on se dit qu'on n'a jamais les budgets et pourtant on cotise. Donc, quand on va creuser,
On sait qu'on peut, nous en tout cas, vous expliquer que vous avez évidemment des budgets disponibles. Et puis, parfois, c'est une question de planning. On veut pas, voilà, on est une petite entreprise, on a quelqu'un qui va partir, il va plus être dans les roulements des équipes. Et ça, c'est vraiment bah, une contrainte que souvent les dirigeants bah, ils regardent en priorité et ça se comprend. Après, ça peut s'organiser, c'est-à-dire que comme on fait un arbitrage des plans, on peut bien sûr organiser les départs et organiser bah, de manière à moins gêner l'activité de l'entreprise. Par exemple, bah, un exemple tout simple, les espaces verts, bien sûr que les salariés, on ne va pas les programmer en formation sur des périodes entre avril et juin. Ils vont plutôt partir en formation en fin d'année sur les périodes d'hiver où il y aura moins d'activités. Donc voilà, il y a toujours des choses à organiser pour que les départs se passent sereinement, en tout cas dans les roulements d'équipe. Et après, je Donc je voudrais voulais, rajouter, c'est que souvent, quand on parle de formation, on se dit, ouais, il va partir longtemps. Des fois, pour certaines compétences, il n'y a pas besoin d'une formation qui dure vraiment dans la durée. Il peut y avoir des formations courtes et actionnables, qui peuvent, répondre aux besoins. Oui, et puis ça peut être des formations en ligne, divisées sur plusieurs heures, ce qui permet vraiment aux salariés parfois de monter en compétences. Et puis, voilà, on peut diviser aussi les formations. Effectivement, les formations qui demandent vraiment d'être en présentiel, où il y a de la technique, ben, on va plutôt mettre sur des demi-journées, voilà, pour que ça puisse plus s'inscrire, en tout cas, dans les plannings des équipes et l'activité de l'entreprise. Donc, je voulais partager aussi un point important avec vous. Donc, quand les entreprises me disent on n'arrive pas vraiment à structurer la formation, c'est généralement vraiment pas un problème de volonté, quoi. Les dirigeants, ils savent bien que la formation est importante. Je crois que le sujet, il est vraiment ailleurs. Souvent, il manque simplement d'une méthode claire, du temps pour structurer les choses et mettre en place une démarche cohérente en ayant une meilleure lisibilité des dispositifs existants. Et c'est pour cela que beaucoup d'entreprises ont parfois le sentiment de subir le plan de développement des compétences plutôt que de le piloter parce qu'en fait, ils ont des dispositifs assez obscurs, ils ne savent pas par quel côté commencer. Donc voilà, c'est généralement vraiment pas un problème de motivation, mais plutôt un problème de méthode. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui, il est de vous expliquer déjà les grands traits et après, éventuellement, de vous accompagner assez simplement sur la mise en place des choses pour qu'il y ait une lisibilité assez transparente de toutes les étapes du montage d'un plan. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai plus de 18 ans d'expérience dans les ressources humaines et la formation. J'ai accompagné différents types d'organisations, des entreprises, des associations, des structures de taille variée, allant de 7 salariés à 2000 salariés. Et c'est vrai que je me rends compte que la technique, en fait, elle se transpose bah, dans toutes les entreprises. Une fois que la technique, euh, elle est connue, on vient accompagner de manière assez similaire sur les choses techniques et après on vient quand même adapter selon les secteurs, le nombre de salariés, etc. On vient adapter les outils, en tout cas les manières d'acculturer à la formation et à la dynamique de la mise en place d'un plan de formation. Donc aujourd'hui, avec Ose le Cap, donc le nom de l'entreprise, mon objectif est de les aider à structurer leur stratégie compétences, mieux utiliser la formation et mobiliser les financements existants. Donc voilà, j'ai des expertises un peu sur différents sujets de formation. Donc si vous vous reconnaissez dans ces situations, vous verrez qu'à la fin du webinaire, je vous proposerai un petit diagnostic pour faire le point sur votre situation. Donc hop, quand on regarde les situations concrètes, trois blocages vraiment reviennent le plus souvent. Le premier, c'est l'absence de vision de compétences. Euh, donc sur les compétences nécessaires demain, comme je le disais au début du webinaire, à la retraite ou une nouvelle activité de l'entreprise ou parfois la prise en main d'un nouvel outil. On voit aujourd'hui qu'il y a une fracture numérique hein, aussi. Il y a de plus en plus d'outils numériques qui arrivent dans les entreprises, donc il y a un accompagnement à faire aussi. Donc voilà, on n'a pas une vision claire. Donc voilà, une absence de vision sur les compétences nécessaires. Le deuxième, c'est souvent la gestion dans l'urgence. On forme quand il y a un problème
qui apparaît sans anticipation. Donc c'est vrai que moi, j'accompagne du coup sur la mise en place, principalement au départ, tout l'aspect sécurité. Regarder, bien sûr, les salariés qui ont besoin des cassettes pour travailler, des autorisations. Parfois, dans les cuisines, on a besoin autorisation HACCP, tout ce qui est autour de l'hygiène. Donc voilà, donc je fais un grand tour d'horizon, au départ, une audite un peu sur cet aspect sécurité quand il y a lieu d'être, et on met des choses assez simples pour pouvoir anticiper, parce que non seulement on anticipe le risque, mais aussi on peut anticiper du coup les financements, les départs en formation, et aussi le suivi, tout simplement pour pas tout le temps être dans l'urgence. Voilà, il existe assez souvent des solutions. Et bien sûr, le troisième, c'est le manque de visibilité sur les financements. Il existe énormément de dispositifs qui sont mal connus et sous-utilisés. Donc moi, ça fait 20 ans que je les utilise, donc je les connais très très bien. Des dispositifs des entreprises, des dispositifs pour les particuliers, mais aussi les dispositifs nationaux. Souvent, vous cotisez pour des fonds mutualisés de branche que vous ne connaissez pas. Et c'est vrai que ces fonds, bah, ils s'appellent fonds mutualisés de branche. Donc l'argent est mutualisé. Et quand on ne va pas la chercher, bah, en fait, elle est donnée aux entreprises qui vont la chercher. Donc voilà, mon rôle, c'est aussi de vous accompagner sur la connaissance de tous ces sujets-là, et particulièrement les financements. Donc, beaucoup d'entreprises savent très bien gérer leur activité au quotidien, mais elles n'ont pas pris le temps de se poser une question simple. Quelles compétences seront nécessaires dans l'entreprise demain? Donc, sans cette vision, c'est vrai qu'il devient difficile d'anticiper les besoins de formation. Donc, j'accompagne aussi sur tous les sujets de GEPP, tout ce qui est gestion des emplois prévisionnels, pour pouvoir justement être à même de pouvoir construire une vision des compétences. Donc, on peut démarrer parfois par la création des fiches métiers qui parfois n'existent pas dans les entreprises. Je peux faire ou le travail ou faire du travail collaboratif avec les salariés. D'ailleurs, assez souvent, c'est un travail qui est fait collaborativement avec les salariés. Et c'est vrai que quand on a ce regard sur les métiers d'abord que l'on a, on peut forcément mieux anticiper euh, les besoins en compétences que l'on aura demain. Dans beaucoup d'entreprises, la formation arrive souvent lorsqu'un problème apparaît. Un un nouveau logiciel, une évolution réglementaire, une difficulté sur un poste. On agit donc dans l'urgence. Alors que vraiment, l'objectif d'un plan de développement des compétences, c'est justement d'anticiper ces situations et de sécuriser l'activité de l'entreprise. Plus on aura une maîtrise anticipée de tous les habilitations à renouveler, des projets qu'on a, des évolutions de logiciels, parfois des choses qui sont imposées, hein. On voit, par exemple, dans le secteur médico-social, on a eu à mettre en place des dossiers informatisés de l'usager. Et donc là, c'est toute une entreprise avec des référents, différents métiers qu'on doit accompagner sur la prise en main d'un logiciel. Eh bien, tout ça, ça s'anticipe, ça se construit, parce qu'on a aussi une grosse fracture numérique sur certains métiers. Et donc, en plus de la prise en main du logiciel, on va devoir anticiper aussi une acculturation à l'informatique. Et donc, tout ça, ça s'anticipe. Plus on anticipe, plus on va pouvoir aller chercher des financements, avec aussi parfois des appels d'offres, hein, qui sont émis par des groupements comme les OPCO, où on va pouvoir avoir des financements qui vont nous aider à accompagner nos salariés sur des projets de transition numérique. Donc, un point aussi important, les financements. Beaucoup de dirigeants pensent que la formation représente un coût important, mais ils ne savent pas toujours que plusieurs dispositifs, effectivement, peuvent être mobilisés. Donc, bien sûr, il y a les OPCO, hein, vous appartenez tous, vous cotisez en tout cas tous auprès d'OPCO. Et donc, mon rôle, ça va être de pouvoir vous aider à voir au niveau où vous allez cotiser ce que vous avez le droit de récupérer. Et donc, on devient complètement optimal à partir du moment où on récupère plus que ce qu'on cotise. Moi, c'est mon objectif, c'est de vous amener, en tous les cas, d'aller chercher à minima le montant que vous cotisez, voire plus. C'est ce que j'ai fait depuis 20 ans dans les entreprises, et c'est ce que je continue à faire pour pouvoir du coup dégager des fonds de formation. Donc en fait, Marlène, pour être clair, quand on fait appel à tes services, on gagne en confort, on gagne en visibilité,
Et puis, ça permet d'économiser sur les fonds de l'entreprise pour investir dans la formation. C'est ça, parce qu'en fait, je me suis retrouvée, par exemple, dernièrement dans une entreprise qui finançait une formation sur ses fonds propres pour une montée en compétences de salariés à hauteur de 40 000 euros. Donc, on parle quand même de montants assez importants. Et il se trouve que quand j'ai regardé, donc du coup, je viens souvent décortiquer, en fait, voir comment est financée la formation dans les entreprises, si elle l'est et de quelle manière. Et je viens surtout regarder les métiers, les diplômes qui sont accompagnés. Et donc, sur ce métier-là, qui était accompagné, financé sur fonds propres, bah, en fait, il était tout à fait possible de financer ça via l'OPCO. Donc, on a monté des dossiers et du coup, ça me permet de dire à l'entreprise, bah, là, vous arrêtez, ces formations-là, vous les financerez plus sur fonds propres. Ils seront financés directement par votre OPCO. Et même si on cotise 10 000 euros et que la formation coûte 40 000, eh bien, on peut récupérer suffisamment de fonds pour envoyer des salariés en formation, parfois sur plusieurs années, parce que ça peut être des formations diplômantes qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, on vient regarder, construire vraiment les départs, parce que dans les coûts de formation, bien sûr, il y a le coût pédagogique, mais il y a aussi tout l'aspect des frais annexes, donc les repas, les transports, et bien sûr le coût de rémunération, c'est-à-dire que quand une personne n'est pas là, ça a un certain coût. Parfois, on est obligé de la remplacer. Dans certaines entreprises, on accompagne, voilà, on fait des accompagnements de personnes. Par exemple, dans certaines entreprises du médico-social, on tourne 24 heures sur 24. Donc, quand un salarié s'absente, il faut le remplacer. Et donc, bah, il va y avoir un coût de rémunération et de la personne qui part en formation, mais aussi un coût de remplacement. Donc après, ça nous permet aussi de valoriser tous ces investissements. Mais moi, vraiment, l'attaque première que je fais, c'est de voir les cotisations qui sont faites et comment on peut récupérer l'argent pour former nos propres salariés au lieu de financer sur des fonds propres. Bien sûr, les fonds propres, on peut continuer de les faire, mais parfois sur des formations qui ne sont pas remboursables par l'OPCO, parce qu'il y a des choses que l'OPCO ne prendra jamais en compte ou prendra en compte qu'une partie. Par exemple, il peut y avoir certaines habilitations qui ne seront pas prises en charge par l'OPCO ou qu'en partie. Il peut y avoir aussi des dynamiques d'entreprise, c'est-à-dire dans l'ancienne entreprise où j'ai travaillé, j'ai mis en place euh, un dispositif de formation interne sur les sauveteurs secouristes du travail, parce qu'on était quand même une grosse entreprise avec un accompagnement de personnes. Donc, c'est vrai que c'est important que la sécurité soit mise en place. Et donc, du coup, au lieu d'externaliser, j'ai mis en place une dynamique de formateurs internes avec 3 formateurs internes. On venait former les salariés et donc bah, sur cette partie-là, voilà, il y a des financements possibles et il y a aussi bah, une économie quand même qui est faite. euh, donc au niveau des coûts, puisqu'on vient former de manière interne. Donc voilà, il y a des choses quand même à mettre en place, mais les avantages, c'est qu'on va pouvoir bah, s'assurer de la sécurité de l'accompagnement des personnes, pouvoir former plus rapidement, donc on gagne quand même du temps, et c'est quand même une économie. Donc il y a des choses qu'on externalise, et il y a des choses qu'on peut internaliser voilà, de manière assez simple, et on fait quand même des économies. Donc voilà, il existe aussi tout un tas d'aides spécifiques et des financements mutualisés dont je parlais tout à l'heure. Dans vos cotisations OPCO, il y a toujours plusieurs parties. Il y a des parties donc de cotisations que vous pouvez récupérer où vous avez la main directement. Et vous avez des financements mutualisés où vous n'avez pas forcément la main. Donc moi, mon rôle, ça va être d'analyser un peu les formations qui pourraient être fléchées sur vos plans, sur ces financements mutualisés, pour aller récupérer l'argent que vous avez cotisé. Voilà. Et après, bien sûr, l'objectif, il est aussi de communiquer au sein de votre entreprise, de mettre en place une culture, une acculturation sur la formation, de dynamiser, d'avoir des bonnes relations sociales, donc de construire bah, des plans prévisionnels, des bilans qu'on vient expliquer au CSE, mais aussi aux salariés avec des supports assez simples. Et c'est vrai que c'est important de communiquer sur les sujets de la formation. Donc Donc, finalement, le problème, il n'est pas toujours le budget, mais la connaissance des possibilités existantes. oui, donc en fait, enfin, c'est aussi un vrai levier social et aussi pour l'attractivité de l'entreprise. Oui, tout à fait.
l'attractivité de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien hein, que dans nos recrutements, bah, c'est un élément qui rentre de plus en plus en compte, hein, avec des salariés qui peuvent nous demander ce qu'on pourrait leur apporter demain. Eh bien, c'est vrai que quand on donne des perspectives de carrière avec ben, une gestion des talents, où on peut proposer des accords d'entreprise, où il y a une dynamique formation importante, où on donne des perspectives de carrière à des gens qui peuvent démarrer sur certains métiers, mais avoir une facilité de mobilité sur un autre métier, ben ça, du coup, c'est plutôt important. C'est pour ça que dans la connaissance des compétences au départ dans une entreprise, c'est vraiment important d'avoir des fiches métiers où on explique dessus les passerelles possibles, les passerelles entre métiers possibles. Ça donne une visibilité vraiment aux salariés, d'où l'importance aussi de bien faire ces entretiens de parcours professionnel, parce que c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir échanger sur les besoins des salariés. Bon, il y a des salariés qui voudront pas forcément avoir des évolutions de carrière, mais il y en a d'autres que ça intéresse. Et c'est vrai que c'est important d'identifier ben, les gens, les besoins et les parcours qui sont demandés pour pouvoir mieux accompagner et anticiper. Parce que, voilà, par exemple, une formation d'éducateur technique spécialisé qui peut être accédée en ayant été moniteur d'atelier quelques années avant. Hein, c'est un exemple de métier dans le médico-social. Bah, c'est tout à fait possible. Après, il faut anticiper parce que la formation d'éducateur technique spécialisé, elle dure 3 ans. Donc, c'est vrai que si on a dans l'objectif de remplacer un éducateur technique qui part à la retraite, par exemple, dans 3 ans, et bah, du coup, c'est le bon timing. Il faut anticiper pour laisser un petit temps de relais, pour envoyer le moniteur d'atelier en formation. Et puis, euh, et puis voilà, qu'il y ait un temps d'aller chercher les financements qui sont assez élevés, puisque c'est une formation diplômante sur 3 ans en alternance. Donc, la personne qui va s'absenter en tant que moniteur d'atelier, bah, aujourd'hui, elle accompagne des salariés. Donc, on va la remplacer. Donc, il faut anticiper et le remplacement et les financements. Et du coup, c'est vrai que bah, plus les choses sont cartographiées, anticipées, plus c'est facile en fait à gérer. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment qu'il existe des leviers simples pour prendre la main, hein. Le premier, c'est la cartographie des compétences, hein. Donc en dehors de la cartographie des compétences, il y a bien sûr, ou à l'intérieur, la cartographie des métiers, que l'on commence à identifier clairement les compétences qui sont présentes déjà dans l'entreprise et celles dont on aura besoin demain. La deuxième, c'est de bien structurer les entretiens de parcours professionnel ou annuels. Tout dépend ce qu'il existe dans votre entreprise, hein. La loi a changé. Donc, voilà, moi, je peux faire un accompagnement sur ces sujets-là. Et c'est vraiment des sujets importants qui permettent d'échanger sur les parcours et vraiment identifier les besoins individuels des salariés. Donc, non seulement ça sécurise en fait les fonctionnements des entreprises, mais ça donne aussi des perspectives de carrière, ça sécurise, ça retient nos talents qui veulent à minima évoluer et puis voilà, qu'on se doit d'accompagner. Et le troisième, bien sûr, c'est la construction hein, du plan de développement des compétences. Donc, formaliser les actions de formation dans un plan structuré et piloté qu'on va ou pas présenter en CSE selon nos nombres de salariés. Euh, on n'a pas forcément d'obligation, mais on peut quand même faire les choses de manière structurée et transparente et avec un arbitrage. Ça, c'est important d'avoir un arbitrage du coup transparent où on explique aux gens. C'est-à-dire que la plupart, je suis arrivée parfois dans les entreprises où il y avait énormément de besoins qui étaient demandés, on ne répondait pas aux gens. Et je crois que la première des choses, c'est de considérer les personnes et les besoins qu'ils ont et de leur répondre. Voilà, on peut répondre non avec un argument un motif. On peut répondre non en disant aussi qu'on va décaler le départ en formation parce qu'on a arbitré un besoin sur parfois cette même personne ou sur une autre parce qu'elle était plus urgente et on vient expliquer pourquoi. Donc voilà, et le pilotage, bien sûr, il ne se fait pas tout seul, il se fait avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, de la direction, les managers, mais aussi les salariés. Donc, je vous donne un exemple concret. J'ai accompagné une entreprise de 30 salariés qui n'avait pas vraiment de stratégie formation.
Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Donc, j'ai fait un diagnostic simple des compétences existantes avec, au travers des métiers. Donc, c'est pour ça, j'ai fait de l'intelligence collective avec les salariés sous forme d'atelier. On a structuré ensuite des besoins avec tout simplement un recueil de besoins, hein, qui est envoyé aux salariés quand on doit commencer par le départ. On peut aussi, en dehors des entretiens de parcours pro, tout simplement envoyer un recueil de besoins aux salariés. Et ce recueil-là va nous permettre de structurer un plan de développement des compétences, hein. Donc, plan de développement des compétences, c'est un plan de formation. Et on a identifié ensuite les financements mobilisables. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est structurer une stratégie, sécuriser des actions de formation. Et voilà, ce type de situation, il est assez fréquent dans les PME, hein. C'est souvent ce qu'on regarde ensemble lors du diagnostic que je propose aux entreprises. Et donc, on a structuré 12 actions de formation sur une première année avec les besoins que l'on a eus en retour. Alors, par où commencer? La première étape, elle est souvent très simple, hein. On fait un diagnostic simple de situation d'entreprise. Ça permet d'identifier les besoins, les priorités surtout, et les actions possibles. Parce que dans les priorités, parfois, il peut y avoir des habilitations qui coûtent cher. Et on essaye quand même d'éviter dans son plan d'avoir que des priorités, que des habilitations. Parce que je trouve qu'en termes d'image d'entreprise, c'est important, voilà, de ne pas donner la priorité qu'à ces actions-là. Alors peut-être que les premières années, on donnera la priorité à ça, mais c'est quand même assez important dans nos plans que l'on construit, qu'il y ait bien sûr tout l'aspect sécurité, mais aussi des recueils de besoins des salariés, des besoins des responsables de service qui peuvent avoir envie d'amener une dynamique et des besoins aussi qui descendent de la direction. Parfois, voilà, la prise en main d'un logiciel, une nouvelle dynamique sur la prise en main d'un autre logiciel, par exemple, ou d'analyse de pratiques managériales, ou d'analyse de pratiques entre salariés. Voilà, des dynamiques qui peuvent venir autant de la direction que du terrain. C'est important pour essayer d'amener tout le monde dans cette dynamique de formation. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de voir, ensemble, la formation gérée dans l'urgence. Vous ne savez pas quel financement mobiliser. Vous avez du mal à prioriser les formations ou vous avez des difficultés à structurer tout simplement un plan. Je vous propose un échange de 30 minutes pour faire le point sur votre situation et identifier des pistes d'action concrètes. Bien sûr, cet échange, il est offert. Euh, voilà, alors cet échange regarderait votre contexte, vos besoins, les pistes d'action. Et bien sûr, vous pouvez venir aussi avec une question ou plusieurs questions précises sur votre situation. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon agenda. On va vous mettre le lien dans le chat. En tout cas, avant de passer aux questions, je tenais à remercier donc Mélanie Léonard, qui est donc dirigeante, fondatrice de l'entreprise Boost Ton Business, que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux, qui accompagnent aussi les entreprises sur plein de champs. Donc, je communique aussi régulièrement sur mes réseaux sur cette entreprise-là, puisqu'on a un partenariat commun sur ce webinaire, mais aussi sur plein d'autres sujets auxquels on peut répondre. On répond aujourd'hui sur des accompagnements, sur le recrutement, l'accompagnement financiers, des entreprises, des dirigeants, des particuliers. Enfin voilà, on accompagne vraiment sur énormément de sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter, soit l'une, soit l'autre. Voilà, en tout cas, merci de votre présence aujourd'hui. Voilà, je vais répondre peut-être s'il y a des questions dans le chat sur les différents, sur la présentation que je viens de vous faire. Alors, je pense que, alors, il n'y a pas de question parce que, à mon avis, c'est des gens qui vont sûrement prendre rendez-vous pour pouvoir parler de leur cas de figure, de leur entreprise, et que du coup, ce serait peut-être un petit peu trop long pour eux de d'écrire tout le pavé. Donc, je pense que ce sera des gens qui vont prendre rendez-vous directement avec toi pour pouvoir aller un peu plus loin et poser leurs questions vraiment par rapport à leur structure. Mais en tout cas, Marlène, Bon, je te remercie parce que du coup, tu nous as bien éclairé sur cette question-là. avec plaisir. Et comme quoi, il y a
même pour une PME ou une TPE, il y a pas enfin, faut pas avoir peur de se lancer sur ce sujet, parce que là, du coup, effectivement, les choses ont l'air beaucoup plus simples. Et Oui, puis tout quand à c'est fait. structuré et anticipé, ça coûte toujours moins cher, hein. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qui permet, voilà, s'il y avait un mot à retenir aujourd'hui, je pense que c'est l'anticipation, qui permet effectivement d'organiser correctement les choses, les départs et surtout les financements, parce qu'on se rend bien compte que évidemment c'est un frein important, mais parfois, voilà, il existe des financements méconnus et accessibles pour les particuliers, les entreprises, mais aussi les chefs d'entreprise, hein, les petites entreprises qui pourraient être connectées aujourd'hui, comme nous, hein, on est chef d'entreprise, eh bien, on a aussi accès à des budgets. Donc, ça marche un peu de manière différente sur les délais d'utilisation des budgets. Les budgets sont différents, mais on a aussi une cotisation et on a aussi une possibilité de récupérer des fonds pour se former. Du coup, voilà, avec Mélanie, on accompagne aussi tous les différents types d'entreprises sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci à toi. Avec plaisir, merci.